Monsieur, Votre numéro de matricule et le nom de votre supérieur. vous devez reculer, monsieur. J'ai droit à cette information. Votre matricule. Maintenant, porte H, passager non coopératif. Je ne suis pas non coopératif, je n'ai rien fait de mal. Il y a des affaires qui sont déposées puis oubliées. Celle-ci a refaçonné la politique d'un service, vidé toute une chaîne de commandements et produit un verdict qui a marqué l'histoire juridique nationale. Ce qui s'est passé dans Chicago Union Station, un jeudi matin, a commencé comme un trajet ordinaire. Un juge fédéral en route vers Washington pour une audience d'appel d'urgence. Cela s'est terminé avec ce juge plaqué face contre le sol du hall central, menotté, pendant qu'un agent du transit se tenait au-dessus de lui et qu'une bodycam que cet agent avait affirmé détruite enregistrait chaque seconde. L'enregistrement a survécu. La dissimulation, non. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et indiquez votre lieu dans les commentaires. Cette chaîne raconte des histoires qui méritent plus qu'un simple titre. Et celle-ci est l'une des plus importantes publiées ici. Voici exactement ce qui s'est passé. Chicago Union Station va vite un jeudi matin. À 6h53, le hall principal fonctionnait à pleine capacité. Des navetteurs en manteau coupant en diagonale vers les quais. Des voyageurs d'affaires tirant leurs valises sur le marbre. Des agents d'Amtrak en petits groupes en uniforme se déplaçant entre les accès. Le grand hall vibrait de cette énergie particulière, propre aux gares, qui ne s'arrête jamais tout à fait. Les annonces en hauteur enchaînaient les départs. Les barrières de billets s'ouvraient et se refermaient selon un rythme régulier. Un homme rejoignit le couloir d'embarquement prioritaire près de la porte H. 54 ans, manteau de laine sombre, sacoche de documents en cuir, la démarche mesurée de quelqu'un ayant passé des décennies à se déplacer dans des espaces institutionnels sans jamais casser son rythme. Ses autorisations de voyage ferroviaire et ses identifiants fédéraux étaient déjà sortis, tenus en avant, visibles, prêts. Il empruntait cette ligne depuis des années. Il connaissait la procédure. Un officier posté près de l'entrée du couloir l'observait déjà. L'agent s'avança avant même que l'homme n'atteigne la porte et lui dit que le couloir prioritaire était réservé aux passagers vérifiés uniquement. Il ajouta que l'embarquement général se trouvait à l'autre extrémité du hall. Il le dit d'une voix forte. L'homme s'arrêta. Il tendit ses papiers et déclara clairement qu'il était juge fédéral à la cour d'appel du 7e circuit, voyageant pour affaires judiciaires officielles. Et l'agent prit les identifiants. Il les examina 2 secondes. Il les lui rendit sans passer le scanner de vérification, sans contrôler le sceau fédéral de la cour, sans comparer la photo au visage de l'homme qui se tenait devant lui. Il lui ordonna de se mettre de côté pour un contrôle supplémentaire. Derrière lui, un homme blanc en veste polaire traversa le couloir sans qu'on ne lui demande rien. Une femme blanche avec une valise à roulettes fut laissée passer. 2 hommes blancs en costume passèrent en pleine conversation sans ralentir. Aucun d'eux ne fut arrêté. Aucun d'eux ne fut regardé 2 fois. Il s'appelait le juge Marcus Elroy. Né dans le South Side de Chicago, 2e de 3 garçons, élevé par un employé des transports et une bibliothécaire d'école publique. Il fut le premier de sa famille à obtenir un diplôme universitaire, le premier à réussir l'examen du barreau et le premier à être nommé sur le banc fédéral du Northern District of Illinois. Il était sorti en tête de sa promotion de l'University of Chicago Law School, avait refusé 3 offres du privé avant d'accepter un poste au bureau du procureur fédéral et avait passé 21 ans à plaider des affaires fédérales, racket, corruption publique, violation des droits civiques, faute policière. Il avait plaidé dans les tribunaux fédéraux de Chicago contre des réseaux de crimes organisés, contre des élus locaux ayant vendu des contrats municipaux, contre des officiers ayant utilisé leur badge comme un instrument d'autorité personnelle. Il en avait gagné la plupart, quand le président l'avait nommé à la 7e Circuit Court of Appeals et le Sénat l'avait confirmé par 86 voix contre 1. Ses opinions sur l'égalité de protection et le due process étaient étudiées à Northwestern, Georgetown et à l'Université du Michigan.
Des universitaires du droit décrivaient sa nomination comme l'une des plus conséquentes qu'ait connue le 7e circuit depuis 15 ans. Ce matin-là, il se rendait à Washington pour une audience en banc d'urgence, une audience plénière sur les peines minimales obligatoires fédérales qui exigeait sa présence physique à 13 heures. Sa sacoche contenait son identification judiciaire fédérale, son autorisation de voyage Amtrak au titre du service fédéral, une lettre de courtoisie diplomatique émise par le US Marshals Service et des documents de briefing qu'il lisait depuis 5 heures du matin. Il avait fait ce trajet depuis Chicago plus de 40 fois. Il n'avait jamais, pas une seule fois, été interrogé à cette porte. L'officier Shane Dooley, 44 ans, travaillait à la Chicago Union Station Transit Authority Police depuis 13 ans. Son dossier personnel contenait 22 plaintes formelles. 18 de ces plaintes venaient de passagers noirs ou latinos. Le schéma de ces 18 plaintes était constant. Profilage racial dans les couloirs d'embarquement prioritaires, détention illégale, intimidation verbale et recours à la force sur des personnes pourtant dociles. Aucune plainte n'avait atteint une commission disciplinaire. Aucune n'avait entraîné suspension ni formation corrective. Son supérieur direct, le lieutenant Kevin Price, 51 ans, avait classé chaque dossier de la même manière. Motifs insuffisants, récits incohérents, absence de corroboration indépendante. Et Dooley avait même reçu une mention, lors de sa 9e année, pour service exceptionnel dans la gestion de flux élevés de passagers. Parmi ses collègues, il était connu pour son positionnement. Il préférait les couloirs d'embarquement prioritaires et les zones d'attente de première classe, les parties de la gare qu'il avait dit à d'autres agents être des aimants, agents qui croient que leur billet leur donne droit à quelque chose de plus. Un procureur fédéral noir avait été détenu 90 minutes dans le salon d'attente prioritaire en 2020. Un sénateur noir de l'Illinois avait été redirigé hors de l'embarquement prioritaire à 4 reprises en 3 ans et avait déposé 4 plaintes, chacune classée en 2 semaines. Un ancien surintendant noir du Chicago Police Department, un homme qui avait dirigé tout l'appareil policier de la ville, s'était fait dire à cette même porte que ses papiers nécessitaient une vérification supplémentaire avant de pouvoir passer. Chaque plainte avait été classée, chaque fois. Au moment où Shane Dooley se plaça dans le passage de Marcus Elroy ce jeudi matin, il fonctionnait ainsi depuis 13 ans, sans avoir subi une seule conséquence réelle. Le juge Elroy n'était pas une situation qui s'était développée. Il était un choix qui avait déjà été fait. Dooley demanda du renfort par radio et décrivit le juge comme un passager non coopératif créant du désordre. Le juge Elroy n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas bougé sans instruction. Il n'avait fait aucun geste susceptible d'être interprété comme menaçant. Il avait demandé, d'une voix claire et mesurée, quel est le numéro de badge de Dooley et le nom de son supérieur de service, une information que tout membre du public avait légalement le droit de demander à un agent du transit. Dooley l'attrapa par le col. Pas un simple contact directionnel. Une vraie prise. Les 2 mains refermées sur les revers du manteau de laine du juge, le tirant violemment de côté jusqu'à lui faire perdre l'équilibre. Sa sacoche de documents tomba sur le marbre et le fermoir céda. Des dossiers fédéraux, la lettre du Marshal Service, le calendrier de l'audience en banque se dispersèrent sur le sol du hall. Les navetteurs les plus proches cessèrent de marcher. Des téléphones se levèrent. Une employée près du kiosque à journaux fit 2 pas en avant, puis s'arrêta. Dooley projeta le juge contre la barrière basse en acier près de la porte et le poussa vers l'avant. L'épaule de Judge Elroy heurta de plein fouet l'arête métallique. Il poussa un cri. Ses lunettes de lecture furent éjectées de son visage et glissèrent sur le sol. Dooley lui força les 2 bras dans le dos, posa son genou derrière sa jambe droite et le jeta au sol, face contre le marbre du hall principal de Chicago Union Station, devant des centaines de navetteurs. Il n'avait pas résisté, il n'avait pas levé la main, il n'avait rien fait depuis le moment où Dooley s'était mis dans son chemin, qui justifiait ne serait-ce qu'une seule seconde de ce qui était en train de lui être infligé. Dooley posa son genou sur l'arrière du cou du juge Elroy
et attrapa ses menottes. Il déclara à pleine voix, dans un hall plein de centaines de témoins, que les gens comme lui devaient toujours tout transformer en confrontation. La joue de Judge Elroy était plaquée contre le marbre. Sa voix était maîtrisée. Il dit à Dooley qu'il était juge fédéral, que ceci constituait une agression sous couleur de la loi et que chaque seconde était enregistrée. Dooley lui dit de continuer à parler. Il referma les menottes. 6 caméras de sécurité captèrent tout. Pas une seule ne manqua une image. Ce que Shane Dooley ne savait pas, et ce qui allait lui coûter les prochaines années de sa vie, c'est que sa propre bodycam enregistrait depuis 6h41 ce matin-là. Le premier appel parvint au chef de la Transit Authority Police, Gerald Boone, à 7h04. Le second arriva 90 secondes plus tard. Le troisième venait du bureau d'un alderman de Chicago, à qui un navetteur venait déjà d'envoyer le clip filmé à 30 pieds de distance. Boone avait 58 ans et 22 ans dans les forces de l'ordre du transit, le genre de figure institutionnelle qui avait survécu à 3 administrations municipales en sachant quels problèmes exigeaient de la visibilité et lesquels exigeaient d'être contenus. Il arriva à la porte H 11 minutes après la pause des menottes, avançant avec la démarche d'un homme qui comprenait que chaque minute supplémentaire ajoutait quelque chose dont il ne mesurait pas encore totalement le coût. Il prit à part Diane Riley, superviseur de la gare, avant même d'arriver sur la scène, et lui demanda ce qu'elle savait. Elle lui dit qui était au sol. Ce qui traversa le visage de Boone pendant les 2 secondes qui suivirent n'était pas l'expression d'un homme réagissant à une crise. C'était celle d'un homme qui venait de comprendre la nature spécifique d'un problème déjà passé, au-delà du seuil de la gestion interne. Il s'approcha de Dooley et lui dit à voix basse de retirer les menottes. Dooley répondit que le sujet avait été non coopératif et que les témoins confirmeraient son évaluation de la menace. Boone lui donna alors le nom du sujet, sa juridiction, puis son numéro de confirmation sénatoriale, dans cet ordre, d'une voix suffisamment basse pour que seul Dooley l'entende. Les menottes furent retirées. Quand le juge Elroy fut remis debout, l'épaule gauche visiblement affaissée, le côté du visage marqué par le contact avec le marbre, le revers gauche du manteau déchiré, Boone s'approcha et parla presque en chuchotant. Il évoqua le bureau privé de sécurité de la gare. Il évoqua un médecin du service. Et il commença à décrire un processus de revue qui pourrait être lancé en interne avec la discrétion appropriée avant toute notification externe. Le juge Elroy le regarda. Il avait passé 21 ans à poursuivre exactement le type de phrase que Boone était en train de construire. Il avait envoyé 3 personnes en prison fédérale pour l'avoir prononcée. Il le lui dit exactement. Puis il leva les yeux vers la caméra fixée au pilier au-dessus de la porte. Ensuite, il regarda de nouveau le chef et lui dit que le processus de revue avait déjà commencé et qu'il ne serait pas interne. Une femme avait traversé la foule pendant que le genou de Dooley était encore sur le cou du juge. Patricia Holland, 56 ans, ancienne assistante du procureur fédéral, avait passé 28 ans dans le Northern District of Illinois. Elle avait plaidé 3 affaires devant le juge Elroy lorsqu'il siégeait encore au district avant sa nomination au circuit. Elle l'avait reconnu depuis l'autre bout du hall au moment précis où Dooley l'avait saisi par le col. Elle s'était identifiée par son nom et son ancien titre, avait levé son téléphone et passé un appel au 911 en temps réel. Agression en cours, agent du transit, juge fédéral d'appel, Chicago Union Station, hall principal, porte H. Besoin d'une réponse médicale d'urgence. Notification fédérale nécessaire. Quand le chef Boone se tourna vers le groupe de navetteurs qui filmaient de près de la barrière et leur dit que la Transit Authority allait devoir récupérer leurs appareils comme pièces à conviction pour l'enquête du service, Holland lui répondit sans hésiter qu'une saisie sans mandat des enregistrements de témoins constituait une violation du droit fédéral. Elle ajouta qu'elle serait très heureuse de plaider cette question s'il souhaitait aller plus loin. Il ne poussa pas. Le juge Elroy refusa l'offre des ambulanciers de le transporter.
Il s'assit sur un banc près de la porte pendant qu'un agent médical du transit examinait son épaule, puis il passa 2 appels. Le premier au Chief Judge du 7e circuit. Le second, directement, au bureau du FBI à Chicago. Le bureau du FBI de Chicago enregistra la notification à 7h21. 3 agents spéciaux arrivèrent à Union Station 17 minutes plus tard. Ils sécurisèrent la scène et ils identifièrent tous les dispositifs d'enregistrement présents dans la zone et avisèrent la Civil Rights Division du Department of Justice avant 8 heures. À 8h30, les images étaient déjà diffusées sur toutes les grandes chaînes nationales. Le FBI assigna à comparaître l'intégralité des archives de sécurité de la gare avant 10 heures. 6 caméras, couverture complète et synchronisée de chaque seconde, depuis l'approche initiale de Dooley jusqu'au retrait des menottes. L'audio était limpide. L'acoustique du grand hall portait les voix avec une clarté étonnante sur la distance. Le rapport d'incident de Dooley, déposé à 9h47 ce matin-là, affirmait que le sujet avait été verbalement agressif, avait refusé des ordres légaux répétés, avait adopté une posture physiquement menaçante et avait constitué une menace active pour la sécurité de la gare. Les 6 caméras contredisaient chacune de ces affirmations. Avant les smartphones, avant les serveurs cloud qui sauvegardent les images automatiquement, avant les 6 caméras qui tournaient dans ce hall, pensez-vous que quelqu'un dans ce département aurait dit la vérité sur ce qui s'était passé? Répondez oui ou non dans les commentaires. Et si cette histoire mérite d'être entendue par davantage de monde, partagez-la. La plupart des gens ignorent encore jusqu'où cette affaire est allée. Dooley avait déposé un rapport de détérioration de bodycam le matin même. Il y affirmait que sa caméra avait subi un impact lors d'un précédent service et qu'elle était non fonctionnelle depuis 6h51, soit 2 minutes avant sa première approche du juge Elroy. Le rapport mentionnait un code de panne matériel et avait été contresigné par le lieutenant Price le même après-midi. Les techniciens médico-légaux du FBI accédèrent à l'infrastructure de sauvegarde cloud de la Transit Authority, 39 heures après l'agression. La caméra n'avait jamais été endommagée. Elle avait enregistré sans interruption depuis 6h41 ce matin-là. Les images le montraient à l'entrée du couloir prioritaire à 6h51, observant la zone d'embarquement. Il repérait le juge Elroy approchant depuis l'autre extrémité du hall, à plus de 100 pieds de distance, avançant calmement, papier déjà visible en main. Dooley se tournait vers l'agent à côté de lui, l'officier Ryan Castile, 32 ans, et disait, avec une expression presque impatiente, qu'il en avait un qui allait poser problème. Et il ajoutait qu'il s'en chargerait lui-même. Il n'avait pas réagi à une action du juge Elroy. Il l'avait identifié de loin, avait décidé de son approche, puis s'était placé à l'entrée de la porte avant même que le juge n'ait parcouru la moitié de la distance qui les séparait. Le rapport de détérioration, expliqueraient plus tard les experts en informatique sous serment au procès, contenait des données de panne matérielle fabriquées. Les journaux du dispositif montraient un fonctionnement continu. Il avait conçu l'agression avant même qu'elle ne se produise. Il l'avait lui-même documentée sans le savoir. Puis il avait passé le reste de ce jeudi matin à tenter de faire disparaître cette documentation avant que quelqu'un ne la retrouve. Toutes les plaintes précédentes, chaque procureur détenu, chaque sénateur redirigé, et chaque réclamation classée sur 13 ans n'étaient plus des dossiers dispersés d'erreurs individuelles de jugement. Elles formaient désormais un historique opérationnel cohérent, protégé contre toute responsabilité à chaque niveau, au-dessus de l'officier qui exécutait les actes. La Civil Rights Division du Department of Justice ouvrit une enquête formelle sur la Chicago Union Station Transit Authority Police, 8 jours après l'agression. Ce que les enquêteurs découvrirent allait bien au-delà d'un seul officier et d'une seule porte. Des communications internes récupérées révélèrent un système organisé, entretenu par 7 officiers, Dooley compris, désignés dans leur message de groupe par le terme redirect.
Et le mécanisme était simple, identifier des voyageurs issus de minorités dans les couloirs d'embarquement prioritaires et les zones d'attente de première classe, puis les faire basculer vers l'embarquement général par tous les moyens nécessaires. Des totaux hebdomadaires de redirect étaient tenus. L'agent ayant le plus gros score encaissait de la part du groupe. Le lieutenant Kevin Price ne s'était pas contenté de couvrir ce système. Il l'avait structuré. Les messages récupérés le montraient fixant des objectifs hebdomadaires, suivant les résultats individuels et écrivant dans un message que Dooley avait été top performer pendant 3 mois consécutifs et que ces chiffres établissaient la norme. Il gérait cette opération avec la précision administrative de quelqu'un qui n'imaginait pas un instant être audité. Les 22 plaintes précédentes visant Dooley furent réexaminées par des enquêteurs qui, cette fois, contactèrent réellement les plaignants. 19 répondirent, 17 acceptèrent de témoigner officiellement. Un défenseur public fédéral noir détenu 2 heures alors qu'il se rendait à une audience pour un client. Une juge noire du Cook County Circuit Court redirigée à l'embarquement prioritaire à 7 reprises en 4 ans, ayant déposé 7 plaintes dont aucune n'avait jamais reçu de numéro de dossier. Un ancien agent noir des Secret Service, à la retraite, à qui l'on avait dit, à la même porte, que ses identifiants fédéraux de retraités étaient invérifiables sans documents supplémentaires. Sur 12 ans, 914 plaintes avaient été déposées contre les agents de la Chicago Union Station Transit Authority Police. De 88% impliquaient des passagers noirs ou latinos. Pas une seule n'avait abouti à une constatation défavorable contre un officier. Pas une seule. Ce chiffre n'était pas un hasard. C'était le produit d'un système conçu pour le produire. Le grand jury fédéral se réunit 6 semaines après l'agression. Les inculpations tombèrent un vendredi et remontaient à tous les niveaux de la chaîne de commandement que les enquêteurs avaient cartographié au cours des semaines précédentes. Shane Dooley fut inculpé pour agression sous couleur de la loi au titre du 18 United States Code, section 242, complot en vue de priver des personnes de leurs droits civiques, dépôt de faux rapports fédéraux, obstruction à la justice et fabrication de preuves à travers le faux rapport de dégradation de la bodycam. Son avocat, dans une conversation enregistrée récupérée lors de la Discovery, décrivit le chef de fabrication de preuves comme celui qu'il serait le plus difficile de surmonter. Le lieutenant Kevin Price fut inculpé comme co-conspirateur pour complot visant à priver des personnes de leurs droits civiques, obstruction à la justice et omission d'empêcher une violation fédérale des droits civiques. Il n'avait pas passivement laissé fonctionner le système de redirect. Il en avait construit la structure de responsabilité, géré les participants et veillé à ce que chaque plainte contre eux soit orientée vers un classement avant toute enquête réelle. Le chef Gerald Boone fut inculpé séparément pour obstruction à la justice et tentative d'intimidation de témoins. Sa conduite sur la scène, la proposition de bureau privé, mais la tentative de saisie des enregistrements des témoins et l'instruction donnée à Diane Riley de ne faire aucune déclaration aux agents fédéraux avant consultation des avocats du service avaient été captés par 2 caméras différentes. Son avocat plaida l'ambiguïté. Les caméras ne laissaient aucune place à l'ambiguïté. L'officier Ryan Castile obtint l'immunité en échange d'une coopération complète et d'un témoignage intégral. Il décrivit en détail le fonctionnement du système redirect, le groupe de messages textes, les comptages hebdomadaires, les collectes d'argent, la chaîne de protection supposée allant des agents du terrain jusqu'au bureau du lieutenant puis au chef, et la connaissance partagée par chaque participant que les plaintes seraient neutralisées avant de produire toute conséquence. 3 autres officiers impliqués dans le système furent inculpés pour complot visant à violer les droits civiques aux côtés de Price. Le procès fédéral de Shane Dooley dura 4 semaines. La salle d'audience était pleine chaque jour. Avocats en droit civique, universitaires spécialisés en droit constitutionnel, journalistes de tout le pays et 17 anciens plaignants venus assister à l'audience, dont la juge du Cook County Circuit Court et l'ancien agent des Secret Service.
Le matin des plaidoiries finales, la défense soutint que Dooley avait réagi à une évaluation de menaces légitimes et évolutives dans un environnement ferroviaire public à fort trafic. Son avocat décrivit les images de la bodycam comme privées du contexte complet et qualifia les messages redirects de simples communications informelles de travail et que l'accusation aurait artificiellement recadré pour suggérer une coordination inexistante. L'accusation projeta alors les images de bodycam sur l'écran du tribunal sans un mot de commentaire. L'entrée du hall, Dooley à la porte, son balayage visuel de la foule, le moment où il identifie le juge Elroy depuis l'autre extrémité du hall, à plus de 30 mètres, avançant calmement, papiers en main. Son regard vers Castile, son expression, ses mots. Personne dans la salle ne parla. Dooley prit ensuite la barre. Il affirma que la vidéo était présentée hors contexte, sans les éléments expliquant son évaluation. Il déclara ne pas avoir de souvenir spécifique de l'échange avec Castile. Il soutint que les 22 plaintes contre lui représentaient une réaction coordonnée de passagers légitimement redirigés ayant choisi de se venger via le système de plainte. L'accusation produisit alors les messages redirects, les relevés hebdomadaires de score, les transferts d'argent documentés sur 18 mois d'historique de paiement mobile, ainsi que les emails de Price et le témoignage médico-légal confirmant que le rapport de détérioration de la bodycam contenait des données de panne matérielle fabriquées ne correspondant pas au journal opérationnel réel de l'appareil. Il n'avait pas pris une mauvaise décision sous pression. Il avait identifié sa cible depuis l'autre bout d'un hall public, planifié son approche, exécuté l'agression, puis passé le reste de ce jeudi à construire un récit destiné à faire disparaître l'enregistrement avant qu'il ne soit découvert. Le jury délibéra 9 heures. Le verdict fut unanime sur tous les chefs. Dooley fut condamné à 10 ans de prison fédérale avec interdiction à vie d'occuper toute fonction dans le domaine du maintien de l'ordre, dans n'importe quelle juridiction des États-Unis. Price reçut 6 ans. Boone reçut 3 ans et demi et perdit l'intégralité de sa pension. Les 3 autres officiers impliqués dans le système redirect furent condamnés à des peines allant de 2 ans à 3 ans et 8 mois. 5 mois après les condamnations pénales, le juge Marcus Elroy déposa une action fédérale en droit civique. Les défendeurs nommés étaient Shane Dooley, Kevin Price, Gerald Boone, la ville de Chicago et la Chicago Union Station Transit Authority. La plainte alléguait discrimination raciale systémique, indifférence institutionnelle délibérée, défaut de formation, défaut de supervision et schéma durable de violation des droits civiques envers des voyageurs issus de minorités sur plus d'une décennie de plaintes documentées et jamais investiguées. L'équipe juridique de la ville demanda l'ouverture de négociations moins d'1 mois après le dépôt. Leur première offre s'élevait à 8 millions de dollars, avec clause de confidentialité et dispositions interdisant tout commentaire public du plaignant. Le juge Elroy refusa. Sa réponse ne contenait aucun montant. Elle contenait des conditions. Une reconnaissance formelle et publique du tort, pas une simple expression de regret institutionnel, mais un aveu juridique assigné. La dissolution complète et la reconstruction de la force de police du transit. Un comité civil indépendant, doté d'un pouvoir d'enquête, de citation à comparaître et à l'abri de tout contrôle du département sur ses conclusions. Une formation obligatoire sur les biais et les droits civiques pour chaque agent embauché dans la structure reconstruite. Un consent decree fédéral plaçant le département sous supervision du Department of Justice pendant au moins 10 ans. La ville rejeta ces conditions. L'affaire alla jusqu'au procès civil. Le procès dura 3 semaines. Des experts firent découvrir au jury 12 années de données de plaintes, 914 plaintes, 88% impliquant des passagers noirs ou latinos. 0 constatation soutenue sur toute la période. Un expert témoigna que produire un tel résultat statistique, et en l'absence d'une suppression institutionnelle active, n'était cohérent avec aucun modèle probabiliste que l'on pouvait construire à partir des données. Le jury délibéra 3 jours,
23 600 000 $, 13 900 000 $ de dommages compensatoires couvrant les blessures physiques, l'atteinte professionnelle et l'impact émotionnel et psychologique documenté. 9 700 000 $ de dommages punitifs contre les officiers et superviseurs tenus personnellement responsables. Le plus important verdict de l'histoire des États-Unis, rendu contre un Transit Authority Police Department pour violation des droits civiques. La ville annonça son intention d'interjeter appel dans les 30 jours suivant le verdict. L'appel ne fut jamais déposé. La somme entière fut versée en 55 jours. La Chicago Union Station Transit Authority Police fut dissoute sur ordre de la ville. La reconstruction amena une nouvelle direction, nommée via un processus externe, des normes de recrutement révisées, incluant un historique civil rights obligatoire, des protocoles de bodycam avec archivage cloud infalsifiable inaccessible au personnel du département et une politique formelle imposant un examen externe indépendant de chaque plainte pour usage de la force et de chaque plainte alléguant une conduite discriminatoire. Le Civilian Oversight Board fut constitué avec pleine autorité d'enquête, pouvoir de citation et une charte interdisant explicitement toute interférence du département dans un examen actif. Un consent decree fédéral établit 10 années de monitoring par le Department of Justice avec obligation de rapport trimestriel. De 19 plaignants supplémentaires déposèrent des actions civiles dans les mois suivants. Le montant cumulé de leur règlement atteignit 13 200 000 $. 2 ans après le début de sa peine dans un établissement correctionnel fédéral de Terre Haute, dans l'Indiana, Shane Dooley accepta un entretien enregistré avec un journaliste enquêtant sur les conséquences à long terme de l'affaire. Il déclara avoir fait ce à quoi sa formation l'avait préparé. Il affirma que le juge avait transformé une interaction de routine en confrontation. Il dit que l'issue aurait été différente si le sujet avait coopéré dès le départ. Le juge Marcus Elroy fut invité à réagir. Il répondit qu'il avait coopéré du premier mot au dernier mot. Identifiant tendu avant même qu'on les lui demande, main visible tout au long, voix égale tout au long. Alors, chaque instruction suivie alors même qu'il était agressé sur le sol d'une gare publique dans la ville où il avait grandi. Il ajouta que l'argument de la coopération n'avait jamais réellement porté sur son comportement. Il portait sur le postulat de Dooley, selon lequel un homme français noir se tenant dans un couloir prioritaire devait mériter son droit à s'y trouver d'une manière qu'aucune autre personne dans ce même couloir n'avait jamais eu à démontrer. Il marqua une pause. Il dit qu'il n'avait jamais eu à prouver qu'il appartenait à cet endroit. Il y appartenait déjà. Les caméras l'avaient confirmé. Le jury l'avait confirmé. Le dossier l'avait confirmé. Il dit que la seule chose qui restait irrésolue était la croyance qui avait rendu cela possible, et qu'aucun verdict, aussi élevé soit-il, ne pouvait à lui seul effacer complètement cette croyance. 9 mois après l'agression, le juge Marcus Elroy traversa Chicago Union Station pour la première fois depuis ce jeudi. Son épaule avait guéri. Le manteau déchiré avait été remplacé. Il portait la même sacoche de documents, la même démarche mesurée. Ses identifiants étaient visibles dans sa main lorsqu'il traversa le grand hall, non pas parce que les nouveaux officiers allaient le questionner, mais parce qu'il avait décidé, quelque part pendant les mois de convalescence et de procédure qui avaient suivi, qu'il traverserait désormais les espaces publics de ce pays avec son identification visible non comme une concession, mais comme un enregistrement. Les nouveaux agents du transit lui adressèrent un signe de tête en le voyant passer. Un jeune homme noir, dans un nouvel uniforme, et membre de la première promotion recrutée sous la structure réformée du département, s'avança et l'arrêta brièvement. Il ne dit pas grand-chose. 2 mots. « Bienvenue, juge. » Judge Elroy le regarda. Il hocha une seule fois la tête, puis il traversa le couloir prioritaire, et cette fois, personne ne l'arrêta. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui l'apprécierait
et continuons à faire grandir cette communauté ensemble. Et avant de partir, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, restez curieux et on se retrouve dans la prochaine.